Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 128 de Dragon Ball Super, et qu'est-ce que j'ai adoré cet épisode-là. Vous pouvez dire que je suis un vendu, vous pouvez dire que je connais rien à Dragon Ball, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai strictement rien à foutre. J'ai adoré l'épisode, et personne ne m'enlèvera cela. Et bien sûr, pourquoi je l'ai aimé, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Alors je le précise, parce que sur YouTube il faut tout préciser, cet épisode n'est pas un épisode parfait. Non, il a ses défauts, il a même de bons gros défauts par certains moments, mais j'ai adoré l'épisode, c'est comme ça, pas autrement. Alors, Monsieur Toshio, le scénariste de cet épisode-là, qui n'apparaîtra plus en tant que scénariste dans la série Dragon Ball Super, et a même publié hier sur Twitter ses remerciements, et d'ailleurs, quelle honte de la part de personnes qui me suivent, je les ai vus sur Twitter qui sont allés insulter ce pauvre gars, Monsieur Toshio. Le mec fait un message en disant au revoir, j'espère pouvoir vous retrouver dans une autre série, j'ai adoré faire des épisodes pour vous, et t'as des abrutis, je vous afficherai pas les posts parce que c'est très insultant, et ça n'a pas de place à faire à l'écran sur ma chaîne YouTube, qui sont allés insulter ce pauvre japonais là, il a rien demandé à personne. Et sachant que ce gars-là est celui qui a produit la plupart des plus beaux épisodes émotionnellement parlant de Dragon Ball Super. Alors bien sûr, tout comme moi, il y a des personnes qui ont laissé de très très beaux messages d'au revoir, en espérant le revoir très vite dans une prochaine série. Mais quelle honte, à quel point j'étais attristé en plus de voir que il y en a qui venaient de ma chaîne YouTube, quoi, tu vois, ça m'a fait chier. Enfin bref, ce fameux Monsieur Toshio nous avait promis un épisode cool, voilà, chacun a sa vision du cool, sur Vegeta en épisode 128. Eh bien, je trouve qu'on l'a eu. Oui, on l'a eu, et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a fait bizarre, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit structuré comme ça l'épisode, et c'est peut-être là son défaut majeur à l'épisode, c'est que je m'attendais à ce que, à 80% minimum, ça soit du Vegeta, alors que 50% de l'épisode était du Vegeta. C'est vrai que j'étais en droit d'espérer, et je pense tout comme vous, que l'épisode soit totalement centré sur Vegeta, avec pourquoi pas la chute de Vegeta à la fin de l'épisode, et l'arrivée de Goku Ultra Instinct, alors que le Goku est venu plutôt au milieu d'épisode. C'est vrai, on pouvait s'attendre à quelque chose fait différemment. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, Vegeta n'a plus de force, il n'est plus capable de se transformer en Super Saiyan. Alors rappelez-vous bien, la semaine dernière, dans le scénario, tout le monde se plaignait du fait que Vegeta pouvait réutiliser le Super Saiyan Blue bizarre je sais pas quoi, alors qu'à l'épisode précédent, Beerus disait que Vegeta était à bout de force, ce qui était un gros défaut de l'épisode, on est d'accord. Cette semaine, on a l'épisode dans lequel Vegeta ne peut plus se transformer parce que Monsieur Toshio, lui, il a bien compris que c'était pas possible et que son collègue avait fait de la merde avant lui, donc il a rectifié le tir. Et d'ailleurs, il ne faut pas blâmer Monsieur Toshio pour tous les défauts de Dragon Ball Super, le mec fait ce qu'il peut, on lui dit tiens, tu feras cet épisode-là, il n'en fait pas d'autres, voyez, donc il est obligé de rectifier par rapport à ce qui a été fait ou pas fait. Et donc on se retrouve avec un Vegeta qui ne peut pas se transformer parce qu'il est à bout de souffle, à bout de force, à bout de stamina, à bout de ce que vous voulez. Forcément que si Vegeta ne peut plus se transformer, derrière il y a des conséquences à ça. Les conséquences, c'est que le combat sera en sens unique pour Jiren. Forcément qu'ils allaient pas nous repomper à 100% la scène du Goku en fin de DBGT, qui se prend des attaques de Lee Shenron dans la gueule et qui ne bronche pas. On ne pouvait pas le faire avec Jiren, ça aurait été totalement incohérent. Imaginez la crise de colère que vous aurez piqué si Vegeta était capable de tenir tête, voire de surpasser Jiren, juste par rapport à sa force de vouloir protéger tout le monde ou je sais pas quoi, sans qu'il y ait aucune nouvelle forme, transformation, ni mode de combat qui serait débarqué, juste Vegeta forme de base. Là oui, Monsieur Toshio aurait cassé toute la mythologie, comme certains aiment beaucoup le dire, de Dragon Ball. Tout simplement parce qu'avec le pouvoir de ta volonté, de ta rage, de ta fierté, de ta confiance, de tout ce que tu veux, tu fais de très belles choses, et Vegeta a fait de très belles choses dans cet épisode-là, mais tu ne peux pas réaliser l'impossible si tu n'as plus les forces pour le faire et pour te soutenir dans tes ambitions. Et Vegeta n'avait plus ces forces-là. Donc peut-être que si les Senzu étaient autorisés, Vegeta en aurait repris un et qu'il aurait débloqué une nouvelle transformation, encore une fois, grâce à sa volonté, mais là, au bout d'un moment, l'esprit peut être aussi fort que tu veux, ça ne suffit pas. Et c'était le cas totalement pour Vegeta. Donc même si j'ai été frustré de ne pas voir Vegeta développer du début à la fin de l'épisode, je trouve que c'est techniquement correct, parce que Vegeta n'avait pas les forces d'aller plus loin que ça. Il a totalement dépassé ses limites. Récemment, il vient de dépasser un gars qui se prenait pour un Hakaishi, je vous le rappelle quand même, Toppo, le gars qui a massacré totalement Golden Freezer, Shin Golden Freezer. Vegeta se l'est massacré celui-là. Donc non, je ne pouvais pas en attendre plus, même si mes espérances le voulaient, mais c'était pas réaliste. Et les devins, on progresse dans l'épisode, comme ça vous allez mieux comprendre ma manière de penser. Alors, j'ai déjà soulevé ce problème au cours des derniers épisodes de DBS, c'est-à-dire que quand ça les arrange, Goku peut se relever et se battre, et quand ça les arrange, Goku doit rester au sol. C'est jamais vraiment bien expliqué pourquoi il est capable de se relever, ou pourquoi il n'en est pas capable. Et ça c'est dommage, une petite phrase qui justifie le pourquoi du comment à chaque fois, ça aurait été cool, même si ça aurait été un petit peu lourd, mais au moins il y avait la volonté de l'expliquer. Là, il y a quand même ce laxisme de ne pas l'avoir fait. Mais en tout cas, la première moitié de la première moitié d'épisode, c'est-à-dire le premier quart d'épisode, avait pour but de nous montrer ce que je viens de vous dire, le fait que Vegeta fait tout par la volonté, par l'esprit,
mais que le corps ne suit plus, il y a plus. Et voilà, quand il y a plus, il y a plus. En gros, le tournoi du pouvoir, là, pour Vegeta, il y avait, tu prends un verre plein d'eau, de ce que tu veux, tu le verses, et une fois que tu l'as versé, tu sais, il reste toujours quelques gouttes. Alors Vegeta, il appuie dans les gouttes qui restaient, et là, le verre, il est sec. Et t'as beau secouer le verre, un verre sec, il va pas tomber de l'eau au dégoût, tu vois. Donc là, on en est là, sur le cas de Vegeta. Sachant que Vegeta n'est pas et n'a jamais été et ne sera jamais le héros de Dragon Ball. Donc forcément, on ne pouvait pas s'attendre à le voir gagner le tournoi ou le combat qui allait clôturer Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super s'arrête à l'épisode 131 fin mars. Donc non, Vegeta ne pouvait pas gagner. Vegeta aurait peut-être pu gagner dans l'arc Goku Black ou ce genre de choses, ça aurait changé, ça aurait été frais, et ça aurait été cool, je trouve, que Vegeta soit vainqueur de l'arc Goku Black. Malheureusement, ça n'a pas été le cas à l'époque, mais face à Jiren et tout ça, on pouvait se douter dès l'annonce de fin de Dragon Ball Super, mais que ça ne serait pas Vegeta, mais le dernier en course pour l'univers 7 serait Goku. Malgré tout, Vegeta a voulu s'accrocher et tenir à ses promesses, et le thème de cet épisode-là était vraiment la confiance. Et je n'aurais jamais cru que Dragon Ball Super aurait pu aborder ce type de thème-là, et de profondeur d'écriture pour les personnes. Je les ai vus dans ma zone commentaire hier, dans ma vidéo de traduction que j'ai postée à 2h30 du matin, qui sont venus me dire « Cet épisode ne racontait rien ». Bah putain, si ça racontait rien, je peux plus rien te raconter, moi, parce que là, c'était très très cool. La confiance, c'est un sujet que la série Dragon Ball Super s'est permis d'aborder à sa manière, et de le développer, de l'approfondir. La confiance a été ressassée du début à la fin de l'épisode par le biais principalement des personnages de Vegeta, de Jiren et de Goku, chacun à leur manière. La confiance de Vegeta, c'est par rapport aux promesses qu'il a pu faire à Kiabe, les promesses implicites qu'il a pu faire à Bulma, et aussi la confiance en soi, parce que Vegeta s'est fait des promesses à lui-même de sauver Trunks, de sauver Bra, qui eux ne lui ont rien demandé en soi et n'ont même pas participé au tournoi et n'étaient pas au courant de ce qui se passe. Et de toute façon, Bra n'est qu'un bébé. Donc la confiance à différents niveaux qui est traitée dans cet épisode-là. Déjà, rien que dans le personnage de Vegeta, il y avait différents types de confiance qui étaient mis en avant. Et après, avec les autres personnages, Jiren, Goku, on va explorer d'autres types de confiance. Et cet épisode-là, le 128, avait aussi un petit goût d'épisode 66-67 de Dragon Ball Super, fin d'arc Mirai Trunks, dans le sens où tes meilleures volontés, tes plus belles promesses, etc., même en y mettant le plus de ton énergie, t'es pas sûr d'y arriver et des fois ça rate, parce que c'est comme ça la vie. Et je suis sûr que là, il y en a d'entre vous qui m'écoutez, je sais pas moi, ça soit dans la vie privée, dans votre relation amoureuse, au travail, à l'école, n'importe quoi, vous avez tenté vos plus belles actions pour y arriver, et ça n'a pas marché. Et à ce jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi. Alors il y a toujours des choses dans la vie, on sait qu'on a raté et on se dit merde, j'aurais dû faire ça, mais il y a des choses, on se dit j'ai donné le meilleur et j'ai été refusé. Un entretien d'emploi, t'as donné le meilleur, tu pensais même être meilleur que les 2-3 concurrents parce que tu as lu leur CV, etc. Ben non, tu vois, t'as pas été pris. T'as super bien révisé ton examen, tu connaissais tout sur le bout des doigts, tu as tout mis dans la feuille et tout ça, tu as apporté ta valeur ajoutée à ta copie et tout ça, et tu te tapes un 5, tu sais pas pourquoi. Tu vois, c'est ce genre de choses-là. T'as fait le meilleur de toi-même, t'as la sensation que tu n'aurais jamais pu faire mieux, tu t'es dépassé, et ça n'a pas marché. C'est exactement le cas de la fin de l'arc Mirai Trunks, qui était triste, mélancolique en soi, parce qu'au final, la timeline de Trunks s'est fait péter, Mirai Bulma est morte, et elle ne reviendra pas dans Dragon Ball Super en tout cas. Tout ce pourquoi Mirai Trunks est venu a été complètement pété, la timeline entière par Zeno. Et Mirai Trunks a été obligé de migrer dans une autre timeline avec un autre Mirai Trunks, un délire un petit peu particulier, parce que c'était un échec total. Mirai Trunks a eu les larmes aux yeux de son échec. Mais pourtant, qu'est-ce que Mirai Trunks aurait pu faire de plus? Il a fait de son mieux le pauvre. Et bien là, c'est la même chose pour Vegeta. Vegeta a fait des promesses, de belles promesses et valeureuses et nobles, mais il ne peut pas. Il est à bout de souffle, à bout de force. Peut-être que si Vegeta ne s'était pas confronté à Toppo, il aurait pu causer quelques soucis à Jiren. Je pense que Jiren aurait quand même gagné. Mais voilà, peut-être que Vegeta avait encore une petite technique qu'il aurait pu explorer, sauf que là, il avait plus le jus pour le faire. Et Jiren, lui, il était en parfait état de santé. Bon, il a dû perdre un petit peu en stamina, mais ça se voit pas plus que ça pour le moment. Donc oui, Vegeta se fait enchaîner, et encore Jiren est très gentil avec lui, je trouve. Il lui prouve de sa supériorité en le fracassant un petit peu au corps à corps et tout ça. Jiren, il va pas fort du tout, même Krillin. Krillin se permet de dire que Vegeta s'écoute, que les coups de Vegeta sont faibles, vous vous rendez compte? Là, j'avais vraiment plus l'impression de voir un match de boxe qu'un combat de Dragon Ball, et c'était plutôt bien fait. Donc Vegeta n'a pas cessé de frôler l'élimination, puis Vegeta se retrouve accroché bizarrement par le biais de sa botte sur ce rocher-là. J'ai vu, il y a pas mal de personnes qui m'en ont parlé, comme quoi d'après eux, ça pourrait être Freezer, avec sa queue ou quoi que ce soit, qui aurait sauvé Vegeta, qui l'aurait laissé accroché là. Il y a une petite dizaine d'abonnés qui m'en ont parlé. Sincèrement, je suis pas super chaud pour cette idée-là, mais pourquoi pas après tout, mais je pense que c'est peut-être le hasard des choses, enfin allez savoir. Je doute que la série animée prenne le temps de nous expliquer ça, sincèrement, mais bon, on verra bien.
Et là, du coup, après quelques blabla justement de Vermouth le clown là et du Daishinkan, Vegeta n'est toujours pas éliminé. Jiren ne s'empresse pas plus que ça de l'éliminer, tout simplement parce qu'il a l'air curieux de savoir quelles sont les motivations de Vegeta. Jiren est un personnage psychologiquement très difficile à cerner, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Et avec du coup la première apparition de Bulma. Et bien sûr que cette apparition prend énormément de sens et d'émotion, surtout depuis que l'on a appris le décès de la personne qui faisait la voix, qui doublait, comédienne de doublage Seiyu, de Bulma dans la série Dragon Ball Super, Madame Hiru Mitsuru, décédée en novembre dernier, qui a été récemment remplacée par Madame Aya Isakawa avec une voix très très proche. Je vous renvoie vers ma vidéo qui en parle si vous voulez en savoir plus sur le remplacement de Bulma. Vous cherchez 4-5 vidéos en arrière, voilà, vous verrez, il y a Bulma sur la miniature, c'est pas compliqué à trouver. Et donc il y a eu quelques apparitions de Bulma dans l'épisode, et je vous confirme qu'aucune de ces apparitions-là n'est un nouvel enregistrement de Bulma. Tout cela, ce sont de vieux fichiers audio qui ont été récupérés. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas Madame Hiru Mitsuru qui a pu nous laisser quelques phrases avant de partir, non. Malheureusement, on n'a pas ça. Alors non, ne venez pas en commentaire me dire oui, cette scène elle est forte, juste parce que c'est l'opportunité et l'autre elle est décédée. Non. Cette scène elle est forte en soi. Voir Vegeta se rappeler de ses proches, etc., c'est quelque chose que je kiffe beaucoup. Et d'ailleurs, moi je kiffe quand il revoit des Bulma, des bras, Kiabe je m'en tape sincèrement, mais quand il revoit ses proches, même quand il voit Goku, ça j'aime beaucoup. Au final voilà, tout va marcher à l'esprit pour Vegeta, il va revenir sans cesse, il va même surprendre à un moment Jiren psychologiquement en lui disant « Toi tu ne sais pas ce que c'est de se battre pour protéger quelqu'un » et j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça m'a rappelé un tout petit peu le relationnel Naruto-Sasuke, dans le sens où Naruto et Sasuke avaient des problèmes similaires mais différents à la fois. Ils se faisaient souvent des remarques, vous savez, par exemple Sasuke qui disait à Naruto « Toi tu ne sais pas ce que c'est la solitude, j'ai perdu mes parents, machin », et Naruto qui lui dit « Mais moi je les ai jamais connus mes parents, qu'est-ce que tu me fais des reproches ?» J'ai trouvé ça intéressant, c'était un petit peu pareil comme il se renvoyait la balle avec Jiren, dans le sens où Jiren disait à Vegeta qu'il trouvait ridicule de se battre pour quelqu'un, et Vegeta lui disait « Mais pourquoi tu parles, tu peux même pas comprendre ce que c'est ?» Et ça, justement, alerter Jiren, j'ai trouvé ça super intéressant psychologiquement parlant. Donc, dernière apparition de Bulma dans cet épisode 128 de Dragon Ball Super, dernier flash qui va donner quelques dernières forces à Vegeta pour faire un énième Final Flash, qui n'aura strictement aucun impact et c'est tout à fait normal. Jiren n'a même pas bloqué parce qu'il savait que ça allait rien lui faire, c'est comme si Krillin lui faisait une vague de ki quoi, c'est pas plus. Et Vegeta veut toujours quand même se tenir face à Jiren et Jiren lui dit bon voilà, je te respecte, je vois ta fierté etc, je vois ta volonté de protéger les autres, mais c'est fini. Là il lui en met une bonne et Vegeta est complètement fini. Vegeta est complètement terminé, il a ce regret, ce reproche qu'il se fait envers lui-même de ne pas pouvoir tenir sa promesse. Et là, on revient strictement sur le même genre d'écriture qu'il y a pu avoir durant l'arc Freezer, l'arc Namek comme vous voulez, qui d'ailleurs est mon arc préféré de tout Dragon Ball. Et dans cet arc-là, Vegeta avait aussi pleuré, et il avait pleuré pour à peu près les mêmes raisons, sauf que là, dans Dragon Ball Super, c'est nettement plus développé et beaucoup moins égoïste. À l'époque, Vegeta pleurait uniquement parce qu'il avait compris qu'il n'était pas celui qui battrait Freezer, et qu'en plus, sa fierté était en train de se faire rétamer, parce que lui-même se faisait rétamer par Freezer. Donc c'était plutôt égoïste. Là, Freezer pleure parce qu'il ne sera pas celui qui va tenir ses promesses, ça c'est clair et net, donc c'est quand même un petit peu égoïste, mais en même temps, il pleure car il est dans l'empathie pour les personnes qui vont être dans la merde à cause de lui, pour les personnes qu'il n'aura pas pu protéger. Le sentiment est similaire, mais aussi très différent de celui qu'il a pu vivre à l'époque, et les larmes qui sortent n'ont pas la même saveur que celles de l'époque. J'ai beaucoup aimé, et en plus on sait que voilà, jouer sur le Vegeta qui pleure une fois de temps en temps, sans en abuser, c'est un levier émotionnel qui marche assez bien dans Dragon Ball. Quand tu vois Vegeta qui pleure, tu sais qu'il va se passer un truc, tu vois. Enfin, ou que t'es arrivé à un certain point de non-retour, tu vois ce que je veux dire. Et là, on y était, Vegeta ne pouvait plus se reprendre, ne pouvait plus se faire accrocher par la botte sur un rocher, tout ça. Il est éliminé. Et avant de faire ça, en plus, il pense quand même à tenir sa promesse, parce que comme il l'a dit, que ça soit moi ou pas qui gagne, je m'en fous, je veux que l'univers 7 gagne. Donc en fait, Vegeta n'a pas abandonné sa fierté, il l'a juste déversé sur l'univers 7 et sa volonté de protection de l'univers 7. C'est un effort très gros que ça demande à faire. Et dans cette dernière action, il a envoyé son énergie, pas que j'ai vu sur internet des personnes dire oui c'est n'importe quoi, Vegeta n'avait pas assez d'énergie pour relever Goku. Non, il n'avait pas assez d'énergie. Par contre, il avait suffisamment d'émotion pour le faire. Ce qui s'est passé là, c'est un petit peu comme une piqûre d'adrénaline, c'est exactement ça. Et vous avez qu'à écouter, enfin en tout cas lire la phrase qui a été prononcée par Goku, peu importe la traduction, même les non officiels ne se sont pas trompés du tout, il n'y avait pas d'erreur possible. Goku ne dit pas « Vegeta, je sens ta force », Goku dit, ça dépendra des traductions, il y a des mots différents, mais Goku dit « Vegeta, je sens tes émotions ». Et c'est ça qui lui a redonné cette vivacité de se relever, derrière le SAJ Blue qui est quand même discutable, je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que Goku en était capable à ce niveau-là? C'est quand même bizarre, mais vous avez bien vu que son SAJ Blue n'a servi à rien, juste à montrer qu'il y avait un nouveau regain de force et de vivacité chez Goku, parce que
Il a reçu cette confiance, encore la confiance, j'y reviens à ça, de la part de Vegeta, de toutes ses promesses qu'il n'aura pas pu tenir, il les transmite justement sur Goku, il lui passe le relais. Bon, on en arrive dans les gradins avec les félicitations habituelles, Vegeta t'as bien combattu, blabla. Bon, maintenant ça devient une habitude et heureusement que Vegeta y a eu droit. Et là, au final, voilà, la scène de Goku et Seiji Blue face à Jiren, c'est juste pour lui montrer que l'univers 7 est là, mais Jiren lui montre que sa force est là et qu'elle dépasse celle de Goku. Au final, cette scène ne m'a pas dérangé parce que c'est pas comme si Goku s'était relevé en Blue et qu'il déboîtait Jiren. Non, au contraire. Jiren, il a rien senti passer. Voilà, Goku s'est fait déboîter encore une fois. Goku est retombé dans sa forme de base aux cheveux noirs, limite retour à la case départ. Il est en train de forcer encore une fois sur son corps. Il y a eu des plans au niveau du storyboard. Bon, le storyboard de l'épisode était très inégal en termes de qualité, mais il y avait des plans exceptionnels, comme celui-là par exemple, j'ai vraiment beaucoup aimé. Derrière, on repasse sur une phase de corps à corps. Au final, Goku est en train de suivre le même chemin que Vegeta, sauf que Goku à la fin, il aura l'Ultra Instinct, chose que Vegeta n'a pas eu malheureusement. Mais là, en ce moment, Goku se fait déboîter au corps à corps, c'est la même chose. Les dieux, Ivan et Nikir, là, attestent justement du fait que Goku se fait déboîter, et on n'avait pas besoin d'eux pour le comprendre, mais ça renforce cette émotion-là. Surtout que c'est très psychologique, parce que tu vois ces deux dieux dire que Goku est fini, et après en fin d'épisode, tu vois ces deux dieux dire que Goku a repris l'avantage. C'est un effet psychologique très fort que les mangas shonen exploitent très souvent, et j'aime beaucoup ce genre de choses. Avoir une personne extérieure qui réagit au combat que tu suis. Ça, c'est très fort et j'aime beaucoup. Donc au final, tout à l'heure, je répondais aux personnes qui disaient que cet épisode ne racontait rien. Bon, je vous ai expliqué ce que ça racontait selon moi par rapport à Vegeta, et qu'est-ce que ça raconte par rapport à Goku. Eh bien, on a l'opposition totale entre Jiren, le gars qui n'a confiance en personne. D'ailleurs, regardez, ses potes Pride Troopers se sont fait éliminer relativement rapidement. Un gars comme Casseral, on en attendait beaucoup. Il s'est fait vite sortir. Il y a que vraiment les extrêmement puissants comme du Topo qui sont restés, et encore avec un boost inattendu de Akaishin, sinon il se prenait 2 claques et c'était fini lui aussi. Donc Jiren l'a dit, suite à la trahison entre gros guillemets, à l'époque, quand ses parents se sont fait tuer par le méchant là, et que ses amis n'ont pas voulu continuer de poursuivre avec Jiren le combat, et que Jiren s'est dit je dois faire confiance uniquement en la puissance et en rien d'autre, la puissance et la justice et tout ça, et bien depuis ce jour-là, Jiren ne fait plus confiance en personne. On ne peut pas vraiment dire que Jiren a été trahi, mais Jiren s'est senti trahi. Donc suite à une transition, suite à ce choc psychologique qu'a subi Jiren, perte des parents, plus abandon de la part de ses amis, la confiance chez lui n'existe plus et il trouve que c'est totalement ridicule. Alors que Goku, lui, a toujours vécu grâce et pour la confiance de ses amis, c'est un petit peu ça. Le Genkidama en est la représentation de ce que je vous dis. Et là, dans cet épisode-là, on a eu un Genkidama émotionnel. Et pourtant, il n'y a pas eu besoin que Gohan et les autres ils lèvent leurs bras ou qu'ils nous sortent un bâton magique de je sais pas quoi comme l'univers 2 et qu'ils envoient tout comme ça avait été fait sur Ribrian ou je sais pas quoi. Non. Là, c'est quelque chose d'interne, de psychologique dans la tête de Goku. Pas ailleurs. C'est pas un transfert de je sais pas quoi. Mis à part le Vegeta avant, mais je veux dire, Vegeta il était sur le ring donc il pouvait donner son énergie. Je veux dire que les gens dans les gradins n'ont pas commis d'action extérieure ou en dehors des règles. Contrairement au Genkidama d'épisode 109-110 qui pour moi était complètement débile. Mais bon bref, je vais pas vous refaire les reviews d'anciens épisodes. Et donc qu'est-ce qui se passe pour Goku? Opposition totale avec Jiren. Goku lui fait confiance à tous ses amis, et tous ses amis, ses proches et ce que vous voulez, ils ont confiance en lui. Si vous me dites que raconter ce type d'histoire-là, approfondir le scénario sous cet angle-là, ça n'apporte rien, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne peux rien faire pour vous, je ne peux plus rien vous raconter. Parce que là, c'était extrêmement fort ce qui nous a été donné. Moi, devant l'épisode, j'ai été très content, pas que par l'action, parce que l'action, on va s'en parler, elle était très belle. J'ai été aussi très content et très emporté émotionnellement parce qu'il m'a été proposé, j'ai vibré avec cet épisode-là. En plus, j'ai oublié de vous en parler, le choix des musiques était totalement parfait, juste parfait, vraiment. Il y avait des musiques qu'on connaissait toutes, au moment de l'Ultra Instinct, etc. Mais elles étaient tellement parfaitement placées, on sentait la chute de Vegeta, on sentait la demi-perte de Goku, on a senti la confiance de ses amis au moment où Goku s'est mis un petit peu à se remémorer ses amis, tout ça. Bon, j'aurais pas mis le plan avec Freezer qui dit Son Goku-san, même si au final, oui, le plan qui a été choisi est très pertinent, parce qu'à ce moment-là, Freezer donnait son énergie à Goku pour que Goku batte Jiren. Donc voilà, c'est pas mal fait, mais j'aurais peut-être pas mis le Freezer quand même, mais bon, le plan qui a été choisi justifie la scène. On a vu tout le monde, les sacrifices de chacun, etc. En dernier, Vegeta, qui a été le plus important là, dernièrement, avec ses 17 bien sûr. Et là, tu as la musique de l'Ultra Instinct, et tu sais que là, Goku va se retourner, et il va lui faire le regard de « je vais te défoncer ta mère », tu vois, c'est ça qui va se passer. Et ça a été complètement le cas. Avec Goku qui s'est mis à esquiver les coups de Jiren, et avec Goku qui s'est mis à foutre un coup dans le ventre de Jiren, directement en frontal, ça rigole plus. Et regardez ce plan sur la tête de Jiren,
il s'est mis à recracher, etc. Un petit peu comme un sel qui se faisait taper dans le ventre par Gohan SJ2. Ses yeux, qui sont déjà gros, lui sont encore plus sortis de la tête. On aurait dit TK78 qui voyait un fantôme dans sa cuisine. C'était super bien fait. Il y a même Jiren qui s'est mis à regarder le poing de Goku, à regarder vers son ventre. On aurait dit que le mec découvrait la douleur et qu'il découvrait un pouvoir qu'il ne soupçonnait même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce pouvoir de la confiance, etc. que Goku a toujours historiquement exploité dans Dragon Ball. C'est pas une nouveauté ça. Hein. Et là, oui, dans cet épisode-là, le déclencheur de l'Ultra Instinct pour Goku est différent de ce qu'il y a pu y avoir d'habitude. Alors oui, Goku était quand même pas très loin des portes de la mort. Mais il en était quand même un petit peu plus éloigné qu'en épisode 110, suite au Genki-Dama qui s'est transformé en espèce de mini trou noir, où il en était quand même beaucoup plus loin que quand Kefura lui avait balancé un putain de coup dans la nuque. La nuque, c'est pas rien. Hein. Il y a eu l'autre déclencheur, comme ça a été exprimé par Whis par exemple, le fait que la confiance de ses amis, etc., dans sa tête, tout est psychologique, a fait que l'Ultra Instinct s'est déclenché. Et là, oui, on en est passé sur une scène d'action totalement parfaite. J'ai adoré la petite action de Beerus, parce que, ok, il y a eu le plan sur le visage de Beerus, très répétitif, disant « Oh, Migate de Goku », et bon, ça on s'y attendait, mais j'ai beaucoup aimé le claquement de doigts là, de Beerus. On aurait dit que lui, il était fier. Limite, on aurait dit que c'était son fils qui se battait pour lui. J'ai adoré cette scène-là aussi. Et moi, j'étais comme Beerus. J'ai dit « Vas-y, Goku, déboîte-le », tu vois. J'étais pareil, je me suis retombé. Comme quand j'avais 10 ans, je regardais Dragon Ball et Goku il allait déboîter l'un ou l'autre. Les Zeno sont tout contents, bien sûr Vermoud il est en train de se chier dessus. T'as ce plan là sur Goku, ce plan là va être historique je pense. Il y a dans chaque transformation, forme ou ce que tu veux, technique etc, il y a toujours un plan qui va être mémorable, je pense que celui-là va l'être. Il me rappelle énormément les phases de transformation, la posture etc, de Goku SJ3 dans l'arc bout, dans le film Fusion Janemba, de Goku SJ pour la première fois, Gohan SJ2. Là tu sens que le Goku il bluffe pas. Il fait un regard, mais le regard il est digne des coups qu'il va lui balancer en pleine gueule, tu vois. Et j'ai vraiment adoré ce plan-là. Jiren prend au sérieux Goku, et donc oui, dans cet épisode-là, il y a la mise en avant. D'accord, on ne parlera pas d'Ultra Instinct défensif et d'Ultra Instinct offensif, c'est pas comme une transformation de jeu vidéo, mais oui, dans l'Ultra Instinct, il faut arriver à défendre, il faut arriver à attaquer. Vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a bien une notion d'attaque et de défense. Et l'attaque, Goku ne la maîtrisait pas jusqu'à présent. Goku ne la maîtrise toujours pas pleinement en épisode 128, mais ça allait quand même déjà mieux. Petit à petit, à chaque apparition de l'Ultra Instinct, Goku maîtrise de plus en plus comment attaquer en utilisant ce mode de combat là. Jusqu'à ce que, bon, voilà, je vais pas parler de la preview de l'épisode 129, ceux qui l'ont vu comprendront, on s'en parlera dans la revue du futur bien sûr. Ben, il se passera ce qu'il se passera, avec encore bien sûr la mise en avant du côté attaque. Là je vous spoil rien, vous l'avez bien compris par vous-même en voyant cet épisode là. Donc on nous laisse sur la promesse d'un épisode très prometteur par rapport à l'Ultra Instinct. J'aurai énormément de choses à vous dire. Je pense qu'on va se faire un truc les devins, parce que je vous rappelle que la semaine prochaine il n'y aura pas d'épisode 129, il va falloir attendre 2 semaines. Il n'y aura pas d'épisode ce 25 février 2018, et il n'y aura pas d'épisode ce 11 mars 2018. Donc le prochain épisode pour nous sera le 4 mars et ça sera le 129. Étant donné qu'on a 2 semaines devant nous, je pense, je m'y engage pas mais je pense que je vous proposerai 2 vidéos, l'analyse de preview et la review du futur. Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui préfèrent la review du futur et d'autres qui préfèrent l'analyse de preview. Sauf que quand il y a un épisode chaque semaine, j'ai pas le temps de faire ça. Quand il y a un trou entre les 2 épisodes, oui, ça peut se faire largement. Du coup les devins, j'aurais pu en faire encore beaucoup plus sur cet épisode-là, j'ai sûrement oublié des choses que j'aurais voulu vous dire. Tant pis, vous avez compris l'essentiel. Je pense que le titre de cette vidéo-là sera « J'ai adoré et alors ?» tout simplement parce que on est de plus en plus dans une époque où si tu dis que tu n'aimes pas, on te tombe dessus, si tu dis que tu aimes, on te tombe dessus. Dans les 2 cas, t'es foutu, pour rester poli, j'allais dire une insulte. Donc c'est à nous, à chacun d'entre vous, d'assumer ses choix, d'assumer ses envies, d'assumer ses goûts. Bien sûr qu'un avis peut évoluer par le biais de la discussion, mais ça ne sert à rien de vouloir imposer son avis à l'autre. Si toi tu me dis que t'as détesté l'épisode, je vais jamais venir essayer de te faire changer d'esprit. T'as pas aimé, dommage pour toi. Et si t'as aimé, ben tant mieux pour toi, tu vois, je peux pas te dire mieux, mais je vais pas essayer de te convaincre juste parce que moi je pense l'inverse. Ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire. Et c'est quoi ça? En fait ça c'est une démarche de secte, hein, vous savez, vouloir faire en sorte que des personnes qui ne pensent pas comme toi à la base finissent par penser comme toi. C'est un petit peu un délire de secte, hein, sincèrement, vous me direz ce que vous en pensez. Donc oui, j'ai adoré cet épisode. Et alors, je pense que beaucoup d'entre vous vont me dire « J'ai détesté cet épisode-là, et alors ?» Vous aurez totalement raison de me le dire, et d'autres viendront dans un commentaire écrire « J'ai adoré, et alors ?» parce que ça voudra dire que vous êtes à peu près dans le même état d'esprit que moi aussi. Dans tous les cas, je vous remercie d'être là dans le respect. Je vous remercie tout autant pour vos soutiens à cette vidéo-là. Ça passe par très simplement les j'aime, les likes, un petit clic et c'est réglé. Je vous assure que c'est super important pour le développement de ma chaîne YouTube. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.